Donc le choléra, c'est également, comme la peste, une maladie très ancienne qu'on a connue dès l'Antiquité. En fait, on l'a connue par des récits et des textes qui en ont parlé. On a, des textes anciens de médecine traditionnelle indienne qui décrivent une maladie qui pourrait être le choléra 400 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, c'est Hippocrate, donc, qui a décrit une maladie qu'il a lui-même nommée choléra, du nom écoulement de bile. Et puis, les récits grecs d'Alexandre le Grand, à l'ouest de l'Inde en particulier, là aussi entre les années 350-320 avant Jésus-Christ, rapportent donc des épidémies qui ressemblent certainement, enfin qui sont certainement le choléra qu'on connaît aujourd'hui. Comment est-ce qu'on a entendu parler du choléra en Europe? Eh bien, c'est les récits des navigateurs, tout d'abord, qui vont informer la population de cette maladie, en particulier les navigateurs au XVe et XVIe siècle, Magellan et puis plus tard Vasco de Gama, donc sont des explorateurs portugais qui rapportent pour la première fois donc des récits et des descriptions d'épidémies dévastatrices de ce qui est certainement le choléra, calacute en Inde, 20 000 morts, et puis diarrhée rapidement mortelle. Et enfin, un médecin portugais installé à Goa, lui, rapporte dans un traité de médecine tropicale une maladie à caractère épidémique. Alors le choléra, contrairement à la peste, est resté confiné donc dans son berceau d'origine, qui est le sous-continent indien et en particulier le delta du Gange, jusqu'à 1817. Et donc, il semble en fait qu'il ait sévi de façon endémique dans le delta du Gange, pardon, avec des expansions périodiques limitées, mais il est resté limité donc au départ à l'Asie du Sud-Est et aux frontières de l'Inde. Donc les 6 premières pandémies cholériques, je vous ai mis ce schéma qui en fait est assez visuel, simplement pour voir, donc à partir de 1817, le choléra va se répandre dans le monde. Donc la première pandémie colérique, il est quand même resté confiné à l'Asie essentiellement, et puis au Moyen-Orient, mais il ne va pas franchir la barrière entre l'Orient et l'Occident. Et donc, il ne diffuse quand même pas énormément. Ensuite, à partir de la seconde pandémie, il va contaminer, pardon, se propager dans tous les continents. Et il va évidemment aller d'autant plus vite et d'autant plus loin qu'à la fois les densités de population transportée augmentent et que les moyens de transport vont s'améliorer. Donc, en particulier, lors de la troisième pandémie, c'est la propulsion à vapeur, bateau, chemin de fer, qui va favoriser donc l'expansion du choléra. Lors de la quatrième pandémie, l'ouverture du canal de Suez, qui va là aussi multiplier les déplacements, eh bien, va favoriser encore une fois l'expansion du choléra, qui là touche tous les continents, et même cette fois l'Amérique du Sud. Et puis, au cours de la cinquième pandémie, pardon, eh bien, là aussi, tous les continents sont touchés, mais peut-être plus, comment on va dire, plus aux frontières, en fait. On a moins de pénétration dans les pays qu'au cours des deux pandémies précédentes. Et enfin, lors de la dernière pandémie, donc c'est l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe de l'Est qui vont être touchés. Et donc, on n'a plus à ce moment-là de diffusion vers le reste du monde et on n'a plus de diffusion vers l'Europe, dont on va parler maintenant. Simplement, quelques points importants. C'est au cours de la troisième pandémie que Filippo Pacini observe le bacille en 1854 sur des coupes d'intestin de patients morts du choléra et que John Snow montre le rôle de l'eau comme vecteur de la maladie. Alors, ce sont des théories qui vont être exposées, mais qui ne vont pas être entendues à l'époque, puisqu'en fait, on n'est pas du tout dans l'état d'esprit d'entendre ce genre de choses et qu'on est dans la théorie des miasmes. Et voilà, donc ça ne va pas avoir un impact important sur le moment. Le rôle du pèlerinage à la Mecque, il est certainement intervenu dès la deuxième pandémie, mais il a été vraiment mis en évidence au cours de la quatrième pandémie, donc le pèlerinage de la Mecque qui regroupe un grand nombre de personnes venant de différents pays et repartant ensuite dans différents pays. Lors de la cinquième pandémie, le bacille est isolé et décrit par Robert Koch, donc là il est vraiment cultivé en 1884, et là ça va avoir vraiment un impact sur la gestion des pandémies qui vont suivre. Et voilà, donc là je vous parle de l'arrivée du choléra en Europe, donc il se fait au cours de la deuxième pandémie. Donc on voit que la bactérie, enfin la maladie en tout cas s'est déplacée selon à peu près, enfin, en suivant les chemins Asie, enfin, frontière de l'Afrique. Elle va arriver en Europe et elle va en particulier donc passer par la Russie, la Pologne
joindre l'Angleterre, et en fait la contamination en France va se faire via l'Angleterre, et a priori les premiers cas qui ont été signalés en France ont été signalés à Calais. Donc c'est au printemps 1832 que le choléra touche donc pour la première fois la France. Et il va donc débarquer à Calais et arriver très rapidement à Paris. Et c'est là donc qu'on a le plus de descriptions donc, de ce choléra. Il va faire 100 000 victimes en France sur une période de 6 mois, dont 19 000 victimes à Paris, donc dans cette période-là, sur une population quand même moins importante que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Également à Marseille, donc de nombreuses victimes. Et puis, donc, le choléra va revenir en France par 5 fois au cours des pandémies qui vont suivre, excepté la 6e pandémie, donc. Et les 2 épidémies les plus meurtrières seront celles de 1832 et celle de 1854. Alors, les mesures prises par les pouvoirs publics à l'arrivée de cette épidémie en France, donc c'est encore une fois quelque chose de nouveau. L'épidémie va arriver dans un contexte politique un peu tendu, on va dire. Donc, on est dans la période de la monarchie de Juillet, et donc on a une forte opposition entre les républicains et le gouvernement. Les pouvoirs publics vont prendre des mesures assez autoritaires contre l'importation du mal qui vont pas très bien passer du fait aussi de ce climat politique. Les mesures qui sont prises, alors on n'a pas la notion du tout de contagion en particulier, mais on sait qu'une mauvaise salubrité publique est quand même favorable au développement d'épidémies. Donc il va y avoir des mesures prises pour améliorer la salubrité publique avec des conseils d'hygiène à titre individuel et collectif, en particulier un impact sur le logement. Les logements vont être blanchis à la chaux. On essaye aussi d'avoir un regard sur l'alimentation, ce qui n'est pas facile, et d'améliorer les voiries, en particulier en demandant aux gens de nettoyer les trottoirs et les rues devant chez eux. Des décisions qui vont être considérées comme répressives par la population, eh bien, il y a des consignes de surveillance des déplacements, de confinement déjà, d'interdiction et d'amende. En particulier, on interdit de rejeter les eaux usées dans les rues. Donc là, c'est une gravure du XVe siècle, mais c'était toujours d'usage au XIXe siècle, quand le choléra arrive. On marque les maisons infectées, et puis on oblige également les personnes malades à se soigner en créant entre autres des bureaux sanitaires de quartier et en faisant une forte propagande pour les soins à l'hôpital qui n'étaient quand même pas très prisés à l'époque. C'est également là qu'apparaissent des bulletins épidémiologiques assez précis des morts du choléra et de la surmortalité, et donc des comptes sont publiés assez régulièrement. Juste pour l'anecdote, le gouvernement a proposé donc de remettre une médaille aux soignants qui s'étaient particulièrement dévoués à l'époque pour le suivi des malades, et cette proposition de médaille a été assez mal accueillie par le personnel soignant, qui a demandé donc des augmentations un peu plus pérennes. Alors, la réaction de la population face à l'épidémie, eh bien, au début, le doute, en fait, justement du fait de ce climat politique un peu particulier. On n'y croit pas vraiment, parce qu'on minimise le danger. Donc, en plus, c'est une maladie qui vient d'un monde sous-développé, donc ça ne peut pas toucher la France. Ça inspire beaucoup, par contre, les caricaturistes. Et là, en 1832, donc ça va être une explosion de caricatures avec un objectif de satire politique et sociale. On considère que c'est un petit peu un intox du gouvernement, et en fait, bien, les gens continuent à se promener et à aller dans des bals publics, etc. Donc, on est plutôt joyeux, finalement. Caricature des costumes préservant du choléra, qui avait été quand même conseillé par le gouvernement, et donc vous voyez que ces caricatures ridiculisent un petit peu ces costumes. Alors après, eh bien, dans un deuxième temps, ça se gâte quand même, donc on a quand même pas mal de décès, les décès assez brusques, assez brutaux, et puis des gens plutôt bien nés, en tout cas qui ne font pas partie des pauvres, vont mourir du choléra, en particulier Casimir Perier, président du Conseil, qui va mourir très vite du choléra en mai, alors qu'il avait annoncé à la population, donc il n'y avait rien à craindre. Et également le général Lamarque, qui était un général d'Empire, et qui va mourir du choléra très rapidement. Et là, donc, ces funérailles vont être aussi l'occasion d'émeutes importantes et de conflits entre la population et le gouvernement.
Donc du coup, maintenant, la peur s'installe, avec la peur donc, des accusations d'empoisonnement des puits par le gouvernement, le massacre des gens suspectés de propager le choléra, et puis la fuite. En fait, Paris se vide, et en particulier les députés en premier et les gens donc, bien nés, en tout cas la bourgeoisie, va quitter Paris pour essayer de fuir donc, le choléra, et il s'ensuivra quand même un marasme économique assez important. Il y a également des émeutes, des refus de soins, une exaltation du sentiment religieux et puis surtout une accentuation du sentiment d'inégalité entre les classes sociales. Alors les traitements, eh bien à ce moment-là, il n'y a aucun traitement puisqu'on ne connaît donc ni l'origine du mal, ni les modes de propagation. Tout simplement, on va assister à des rivalités entre les professeurs de renom qui vont chacun essayer d'imposer leur vision des choses. En particulier, donc, on continue à faire des saignées, application de sangsues. On propose des boissons plus ou moins excitantes, réchauffantes, des frictions, et puis on commence quand même l'hydropathie avec cette caricature qui est exacte, c'est-à-dire qu'en fait ce genre de traitement a été réellement appliqué ainsi. C'est quand même le règne des charlatans, des remèdes miracles, et puis l'essor des réclames en fait. Voilà. Et donc finalement le corps médical, qui avait été quand même bien admiré aussi, va être critiqué comme étant un profiteur de l'épidémie. Alors, comment est-ce qu'on a éliminé le choléra en Europe, à Paris en particulier? Eh bien, c'est l'assainissement de Paris qui va permettre, donc là, je ne parle plus de la première épidémie de choléra, mais en fait, suite à la succession d'épidémies qu'il va y avoir en France et à Paris en particulier, c'est l'assainissement de Paris qui va se faire progressivement. En particulier avec la création des réseaux d'égouts, la création d'un réseau de canalisation et d'approvisionnement en eau propre. Donc ça va être mené essentiellement par Eugène Belgrand, et puis la rénovation aussi de Paris par le baron Haussmann. Le choléra est la première maladie qui a fait l'objet d'une surveillance internationale, et dès 1851, en fait, la France, qui est assez motrice dans cette démarche, va convoquer donc, une douzaine de pays qui vont participer à ces conférences. L'objet de ces conférences donc, était d'avoir des stratégies communes. Et une des conséquences importantes, ça a été la ratification de la première convention sanitaire internationale, un siècle plus tard, en 1951, donc le règlement sanitaire international qui visait peste, choléra, fièvre jaune. Alors sinon, ce dont je n'ai pas parlé, il y avait un blocus sanitaire qu'on a essayé de généraliser à l'ensemble des pays concernés. Blocus sanitaire, stratégie de quarantaine, mise en place de lazarets, mais tout au long du pourtour méditerranéen. Bureaux de contrôle sanitaire qui vont devenir efficaces à partir de la découverte de la bactérie en 1884 et se transformer donc en centre de dépistage bactériologique et laboratoire de contrôle. La France a demandé également le contrôle de la menace épidémique représentée par la Mecque, et ceci est expressément mentionné dans les conventions sanitaires internationales. Image historique, voilà ce qui reste. Ces deux images sont très connues sur le choléra. La Grande Faucheuse, alors ça, c'est une association qui est faite avec la peste, puisqu'on a très souvent représenté ainsi la peste. Association pas tout à fait justifiée, parce que finalement, le nombre de morts du choléra est resté bien, bien inférieur dans l'histoire européenne, mais de toute façon au nombre de morts de la peste. Le choléra, il fait peur aussi parce qu'en fait, ce qui fait peur, c'est la rapidité avec laquelle il s'abat sur les gens, la rapidité de la mort, et aussi cette notion qu'il faut s'en méfier et qu'il ne faut pas s'endormir parce qu'il peut arriver comme ça sans qu'on voit rien et sans qu'on puisse s'en prémunir. La victoire sur le choléra en Europe, eh bien là, c'est une des dernières illustrations qu'on peut trouver donc, sur cette période-là. En fait, on a maîtrisé les pandémies donc, au cours de la 5e pandémie, avec la découverte de l'agent, le diagnostic bactériologique, qui du coup a rendu les quarantaines efficaces, l'amélioration de la salubrité publique et de l'hygiène individuelle. Et donc, on considère que le choléra est vaincu en septembre 1892. Alors la situation actuelle, eh bien, c'est un fléau toujours d'actualité malheureusement, c'est-à-dire qu'en fait le choléra, oui, est vaincu dans les pays dits développés, mais ne l'est pas du tout dans les pays qui n'ont pas accès au système d'assainissement, dont le nombre est plutôt en augmentation. Donc c'est vraiment une maladie toujours présente qui va faire entre 3 et 4 millions de cas par an d'après les données de l'OMS et à peu près 100 000 décès par an.
Les facteurs socio-économiques, on va dire qu'ils n'ont pas changé, donc ce sont toujours de mauvaises conditions d'hygiène bien entendu, mais également de promiscuité, de camps de réfugiés, etc., qui vont être favorables au développement du choléra. Donc le risque du choléra est en augmentation, d'autant plus du fait du changement climatique, puisque c'est une bactérie qui va transiter par l'eau, on le verra, mais qui va également donc qui va apprécier des eaux chaudes. L'augmentation aussi de la densité de population et l'urbanisation sont des facteurs qui vont favoriser le choléra. Alors aujourd'hui, on est dans la 7e pandémie cholérique, donc les 6 ont été suivis d'une 7e pandémie. Qui a débuté donc en 1961, beaucoup plus tard, qui a à peu près suivi le chemin des autres pandémies. Et ce qui est marquant en fait dans cette pandémie cholérique, c'est qu'elle a atteint en particulier dans les années 70-71 l'Afrique, avec et l'Afrique est restée aujourd'hui malheureusement le continent le plus touché par le choléra. Ensuite Madagascar 99, non pardon, Amérique latine 91, Madagascar 99 et Haïti, donc, dont on a tous entendu parler. Donc aujourd'hui l'OMS publie annuellement donc un état du choléra dans le monde. On voit simplement sur cette diapositive que c'est réellement l'Afrique qui paye le plus lourd tribut, et les petits points noirs que vous voyez donc sur les cartes, ce sont les cas importés. On a toujours des cas importés dans les pays développés. En France, on a à peu près en moyenne de 3 à 5 cas importés par an. Cette diapo, simplement pour vous montrer eh bien, qu'en effet, c'est l'Afrique qui va payer le plus lourd tribut. Et à part quelques épidémies extrêmement importantes comme l'Amérique latine, Haïti ou le Yémen en 2017, eh bien, ils ont déclaré constamment donc des cas de choléra. Alors le choléra donc, sévit sous deux profils épidémiologiques, si on peut dire, donc des épidémies majeures. Donc là, c'est un rapport des épidémies signalées par l'OMS en 2017, donc en fait essentiellement axé sur l'Afrique, mais également Haïti et le Yémen. Et également donc en zone d'endémie, ce qu'on appelle donc ces zones d'endémie, en particulier la République démocratique du Congo. Donc ce sont des zones dans lesquelles le choléra est présent en permanence, tout le temps, et en fait avec des variables des petits pics épidémiques qui vont bien souvent être associés aux pluies et aux variations climatiques. Et ces zones d'endémie que l'on appelle aussi des hotspots, donc des points chauds, sont particulièrement à surveiller car sont souvent la source de diffusion d'épidémies de choléra dans des pays frontaliers. Les deux épidémies majeures de notre 7e pandémie, qui est donc toujours en cours, c'est quand même l'épidémie d'Haïti, 2010-2019, donc cette épidémie est enfin terminée et le dernier cas de choléra qui a été recensé en Haïti date de janvier 2019. Important parce que ça a été une épidémie catastrophique parce qu'elle est arrivée après un tremblement de terre qui avait détruit toutes les structures existantes, et donc la gestion en a été extrêmement compliquée. Importante aussi parce que c'est la première fois qu'on démontre quand même une contamination massive par des soldats de l'ONU, certainement pas volontaire, mais en tout cas certainement caché. Et donc, ça fait quand même un gros scandale. Donc, départ de cette épidémie extrêmement rapide. Et puis, au début, donc un taux de létalité qui est quand même assez élevé, 2 à 3%, plus élevé que ce qu'on peut attendre aujourd'hui quand on sait traiter les patients. Heureusement, donc, cette épidémie maintenant a pu être maîtrisée, et grâce à une lutte multisectorielle, d'amélioration des infrastructures et d'assainissement. Donc, on retrouve les mêmes outils que ce qu'on avait donc, lors des pandémies précédentes, d'une surveillance épidémiologique renforcée, mais également de mise en place d'équipes mobiles d'intervention rapide. L'épidémie de choléra au Yémen, donc là c'est la représentation 2016-2018, c'est la plus grosse épidémie de choléra qui ait jamais été rapportée dans l'histoire de l'humanité. Elle a commencé en 2016, elle se poursuit toujours aujourd'hui et plus de 2 millions de cas sont déclarés à ce jour. La maladie maintenant, eh bien donc voilà, on connaît maintenant bien la maladie. Donc c'est une infection diarrhéique aiguë à caractère épidémique strictement humaine qui va se contracter par l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés par le bacille du choléra. La dose infectieuse est relativement élevée, plus de 15 bactéries. La période d'incubation est très courte. L'apparition brutale, elle se manifeste par des vomissements en jet, des diarrhées aqueuses intenses qui peuvent atteindre de 15 à 20 litres d'eau par jour. Et en fait, ce sont ces diarrhées aqueuses qui vont, dans un milieu défavorable, contaminer l'environnement et du coup être responsables de la propagation de la maladie.
Au niveau clinique, donc, ça se manifeste par une déshydratation sévère, une cyanose, défaillance rénale, et le décès va intervenir en quelques heures dans plus de 50% des cas, et en l'absence de traitement par collapsus cardiovasculaire. Et le taux donc oui, voilà, taux de décès, donc 50% des cas sans traitement. Alors, il faut quand même savoir que tout le monde ne va pas faire un choléra typique, donc ça c'est vraiment le choléra typique, et que moins de 10% des malades présentent des choléras typiques avec des signes de déshydratation intense. L'agent du choléra, donc ça, encore une fois, maintenant, on le connaît très bien, donc Vibrio cholerae du sérogroupe O1, là je parle uniquement du choléra pandémique. Donc ce sont des bactéries qui sont porteuses d'un facteur de pathogénicité majeur qui est la toxine cholérique, et c'est l'action de la toxine cholérique qui va être à l'origine de la déshydratation. Les pandémies ont été associées à deux populations de Vibrio cholerae, du biotype classique pour les 6 premières pandémies et du biotype Eltor pour la pandémie en cours. En fait, c'est à l'occasion de l'émergence du biotype Eltor de Vibrio cholerae O1 lors de la 7e pandémie qu'on a mis en évidence des porteurs asymptomatiques qui sont certainement responsables de la propagation à longue distance de la maladie, mais en fait, il y avait également des porteurs asymptomatiques associés au biotype classique. C'est donc aussi des bactéries qui sont très très bien connues, et le génome complet donc, de Vibrio cholerae a été publié dans les années 2000, en 2000. Le traitement, il a fait évidemment des progrès, on le connaît bien maintenant. Le traitement, c'est la réhydratation par des solutés de réhydratation orale. Et donc, c'est quelque chose d'extraordinaire qui fonctionne très, très bien et qui va permettre de rabaisser le taux de létalité à moins de 1% si il est bien sûr administré suffisamment tôt. Le traitement va se faire par voie orale dans 80% des cas et par voie intraveineuse si nécessaire. L'antibiothérapie, elle est recommandée pour le traitement des déshydratations graves, mais en pratique, elle est utilisée très souvent et elle est quasiment utilisée tout le temps sur le terrain. Par contre, donc, il y a des recommandations de l'OMS pour ce traitement, mais les bactéries ont acquis une forte résistance aux antibiotiques et sont aujourd'hui résistantes à toutes les familles d'antibiotiques connues. Et donc, on ne peut pas traiter donc, par antibiothérapie sans isoler et faire l'antibiogramme. Une chose importante quand même, si le traitement paraît simple, eh bien, ce qui est un vrai problème encore sur le terrain aujourd'hui, c'est la logistique, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir donner accès à des centres de traitement à la population et avoir le personnel qu'il faut. La vaccination, c'est quelque chose dont on a parlé très très rapidement, très tôt en fait, dès qu'on a connu l'agent du choléra. Et Ferrand donc, a injecté le premier vaccin bactérien dès 1885, donc, en se basant sur les travaux de Pasteur, qui avait montré donc, que des bactéries atténuées pouvaient être protectrices. Ensuite, donc, la vaccination a connu un regain d'intérêt dans les années 1991 avec la mise sur le marché d'un vaccin à destination des voyageurs, composé de bactéries tuées et de la sous-unité B de la toxine cholérique, donc vaccin relativement cher et nécessitant un conditionnement au froid. Et puis, donc, depuis 2011, là aussi, il y a un regain d'intérêt pour le vaccin, non pas forcément dans un objectif de prévention, mais dans un objectif de traitement, donc ce qu'on appelle des mesures de vaccination réactive. Et 2 vaccins, suite à des transferts de technologie, ont été développés au Vietnam et en Inde et sont actuellement utilisés sur le terrain. Pour réduire la transmission, il y a un effet de groupe, à défaut d'avoir un bon effet de protection individuelle. Et la vaccination est une approche aujourd'hui qui est combinable avec le reste des activités qui vont permettre de lutter contre le choléra. Réservoir et transmission, eh bien, on a appris donc, au cours des 6 premières pandémies que l'eau était un vecteur de transmission. Il y a également une transmission directe d'homme à homme, tout simplement par les mains sales. Et en fait, toutes les conditions environnementales aujourd'hui qui permettent la contamination des sources d'eau représentent un risque. Ce qu'on ne sait pas très très bien aujourd'hui encore, c'est le réservoir à long terme, le réservoir de la bactérie à long terme. Que se passe-t-il entre les vagues épidémiques, en particulier par exemple qu'on peut avoir en Afrique, mais dans d'autres régions du monde? Le réservoir est-il humain ou environnemental? Alors les observations qui avaient été faites par les anciens plaidaient en faveur d'un réservoir humain.
et des études de génomique qui ont été faites dans l'unité, en fait, des génomiques tout à fait récentes, sont également en faveur d'un réservoir humain. Et la description des vagues épidémiques qui se succèdent en Afrique depuis les années 70, eh bien, ne sont pas en faveur du tout d'un réservoir africain, mais sont dues à des réintroductions successives à partir de l'Asie. Alors, il reste beaucoup de choses soit à développer, soit à comprendre pour arriver aujourd'hui eh bien, à éliminer le choléra. Donc, ce qu'il faut développer, c'est l'amélioration de l'hygiène et des stratégies à long terme. Donc, ce que l'on connaît, ce que l'on a fait dans les pays développés, ce qui n'est toujours pas fait dans les pays soumis au choléra aujourd'hui. Il faut qu'on travaille peut-être sur une vaccination plus efficace. Et puis, on se pose aussi beaucoup de questions sur le statut immunitaire et la périodicité des épidémies. Il faut aussi travailler sur la compréhension du réservoir interépidémique, puisqu'en fait, donc humain versus environnement, s'il semble clair que c'est l'homme donc qui va être le réservoir dans bien des cas, eh bien dans le delta du Gange, les choses ne sont pas aussi claires et l'environnement a peut-être un rôle de réservoir. Et puis, donc, ce qu'il faut absolument développer dans les années qui viennent, c'est l'anticipation des épidémies de façon à pouvoir réagir avant l'explosion épidémique. Les clés du succès, puisque donc c'est toujours vraiment un sujet d'actualité qui en plus, suite à l'épidémie d'Haïti, a été nommé en fait problème de santé publique mondiale par l'Assemblée mondiale de la santé, c'est la mobilisation internationale. Il faut vraiment une mobilisation internationale pour décider d'éliminer ce fléau. Au niveau des pays qui sont soumis au choléra, c'est la nécessité d'un engagement politique et également financier. Et la lutte contre le choléra est multisectorielle et reste multisectorielle. Et pour ça, eh bien, l'OMS a activé donc depuis 2014 une task force contre le choléra à laquelle l'Institut Pasteur participe. Et on a un objectif aujourd'hui qui est si ce n'est pas éliminer complètement le choléra, mais en tout cas faire baisser de 90% le nombre de décès dus au choléra d'ici 2030.